moi, je rejoins Stéphanie sur le fait que la méthodologie et les résultats des différentes contributions intellectuelles qui ont été apportées au pot commun de la connaissance par les programmes et les rameaux qui ont été présentés à l'intro, je trouve, sont vraiment d'utilité presque immédiate pour nous. Alors, je vais essayer de faire le lien dans cette présentation. Moi, je vais d'abord vous parler, je pourrais parler de l'histoire de l'Ermitage pendant un bon moment, parce que c'est un domaine de 30 hectares qui a connu, au XXe siècle, 3 grandes séquences, mais là, on va se focaliser vraiment sur ce qu'on est aujourd'hui, sur qu'est-ce qui nous a amené à reprendre ce foncier, comment on est organisé, quel est le modèle économique, qu'est-ce que ça implique en termes de avant-après sur le territoire. Donc, très rapidement, l'Ermitage, c'est 30 hectares, 21 bâtiments, 2500 mètres carrés de plancher, dans un village de 750 habitants, ça pèse, hein, c'est un ancien foncier dont l'avenir peut être considéré comme sensible, on pourrait qualifier de friche hospitalière, de friche associative, l'Ermitage. En 2015, c'est fermé après 70 ans d'action très, très innovante dans le domaine de la coopération internationale, etc. Donc, ce foncier, il est structurant. Sa dimension foncière est forte au départ. Il y a aujourd'hui, maintenant, 11 structures entrepreneuriales sur le site. On a des éléments structurants dans le rapport au vivant et aux enjeux de transition écologique et énergétique dans ce projet, dans la mesure où on a 2 hectares de terres maraîchères, qui est un actif autant qu'un challenge dans leur remise en culture et dans leur place dans le territoire. Hein. On est dans des territoires de grande culture, où l'agriculture paysanne, où on parlait de paysans boulangers avec Stéphanie, nous, c'est pas forcément évident, même si c'est nécessaire d'avoir ce type de culture au quotidien dans le territoire. Donc, on pousse aussi, en tant que tiers-lieu, ces enjeux de transition alimentaire et agricole, avec ces 2 hectares et pas que. On a effectivement aussi un structurant très fort dans le foncier qui est également un lien avec le territoire, qui est 21 hectares de forêt. C'est important parce que la forêt aujourd'hui est devenue un sujet majeur dans la perception des enjeux de transition écologique dans les territoires, et avoir un foncier forestier privé, l'amener vers ce qu'on appelle un commun d'usage. Ce matin, j'étais avec la COP des communs sur le sujet des communs forestiers. C'est aussi un enjeu sociétal majeur. On est dans un territoire de culture de chasse, de culture aussi de loisirs forestiers. Hein. Donc, c'est intéressant d'avoir cette forêt dans notre patrimoine. Et on a donc également 1500 mètres carrés d'espace qu'on pourrait qualifier d'espace de bureau. Alors, les enjeux sur lesquels on est vraiment, nous, dans le dur en tant que tiers-lieu, et encore une fois, la définition qui a été donnée précédemment, moi j'y souscris complètement, c'est que dans nos territoires ruraux, dans le nord de la France, on a vraiment une perte de compétitivité des modèles agricoles de grande culture. C'est toute une industrie, en fait, hein, qui se cherche un avenir, c'est toute une culture et une histoire, vous savez, ces grandes plaines céréalières et sucrières. Donc c'est ça notre environnement. La perte de compétitivité, elle impacte tout le monde. Elle impacte toute la psychologie du territoire. La participation citoyenne, je crois que ça c'est une chose commune à pas mal de territoires ruraux, c'est la perte de participation citoyenne. Nous, on a une participation démocratique qui est vraiment en berne avec 70% d'abstention. C'est un chiffre qui n'est pas exceptionnel dans les territoires ruraux. On a un vieillissement du tissu associatif. Les logiques associatives en silo historiques dans des champs spécifiques sont en train de vivre vraiment des crises de vocation et des crises de modèle, où en fait il y avait beaucoup de financement public, il y avait tout un challenge collectif dans ce domaine du sport. Nous, c'est les clubs de foot, c'est les clubs de basket, c'est les clubs de natation qui drivaient la vie collective et la vie citoyenne, autant les liens intergénérationnels. Ces structures sont confrontées à des difficultés, ça ne va pas s'arranger avec l'augmentation des coûts de gestion des infrastructures qui les accueillent. Donc la question de la participation citoyenne, du tissu associatif, c'est aussi un enjeu important pour nous. Bien entendu, la liquidation des commerces de proximité. Hein, on est dans un processus lent mais régulier depuis 30 ans, 40 ans, où finalement on n'a plus aucun espace commun pour consommer, pour dialoguer dans le territoire. Ça, c'est un élément très important. Boulangerie, épicerie, café, pharmacie, tout ça a disparu. Donc, le tiers-lieu, il est aussi là pour essayer un peu comme on redémarrerait en sortie de garage, une voiture, c'est vraiment repartir. Et là, je pense qu'on a ça en commun avec Stéphanie, c'est d'avoir cette préoccupation d'avoir des espaces de médiation sociale qui sont des espaces aussi parfois de commerce. Et puis le repositionnement, je terminerai sur le repositionnement du service public. Parce que ça, c'est aussi un sujet dans nos territoires ruraux où l'État et les collectivités cherchent des nouveaux modèles pour permettre de répondre aux enjeux de besoins des populations dans les territoires, ce qu'on appelait avant l'aménagement du territoire. Il y a vraiment un sujet sur le repositionnement des services publics et les tiers-lieux peuvent être
sans se laisser aller à être un service public appauvri, peuvent être des solutions collectives, d'engagement collectif sur ces sujets-là. Donc nous, c'est ces enjeux qui nous ont vraiment mus dans les 5 dernières années, parce que l'Ermitage est une histoire qui a 5 ans aujourd'hui. En fait, concrètement, comment ça s'organise? Alors, je proposerais, Élodie pourra vous partager une présentation un peu plus imagée, où il y a des éléments de foncier, des éléments de contenu, hein. Mais pour la faire courte, sur 30 hectares, vous avez un pôle de production dans un ancien foncier qu'on appelle un commun. Dans les grands domaines, vous aviez des communs agricoles. C'est des bâtiments qui ont eu une vocation de production. Donc là, dans le pôle de production, on a 4 structures, dont une structure d'intérêt général qui n'intervient pas que dans ce bâtiment-là, mais qui est là à son pôle numérique. Donc on a en commun avec Stéphanie Elmazier d'avoir un Fab Lab. Et je crois que c'est un peu une question à poser. Pourquoi tous ces tiers-lieux sont aussi sensibles à le fait d'avoir des Fab Labs? Pourquoi cet rapport à la réappropriation de la façon de fabriquer les choses, pourquoi ça nous tient tant à cœur? Et c'est vraiment le RFF Lab, notamment, qui est un réseau qui regroupe tous les Fab Labs en France, a le tiers-lieu chevillé au corps, hein. C'est vraiment une culture. On a également, nous, des artisans. Le tiers-lieu est aussi un espace où on peut questionner le rapport de l'artisanat au foncier et au commun de production. C'est aussi un lieu d'innovation. Nous, on est effectivement, comme le Basier, on est fabrique de territoire, mais on a aussi répondu à l'appel à projet manufacture de proximité qui vise à faire des tiers-lieux des lieux d'expérimentation dans le produire ensemble. Partager des machines. Quand vous êtes menuisier, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vous faire un foncier en location en 369, comme disaient l'expert, et en plus, vous achetez toutes les machines, vous pouvez partager. Ben ça, c'est des expérimentations que les tiers-lieux caractérisent, surtout en territoire rural. Et on a notamment cette notion de culture d'artisanat, ça peut être du bois, du fer, de l'alimentation. Et comme on a, nous, un pôle de production maraîcher, ben, ça fait sens d'avoir, d'un côté, des gens qui ont des surplus de production. Ils ont des surplus de production, surtout dans des périodes hivernales. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont capables de transformer en conserverie ces aliments pour les commercialiser. Donc vous voyez, on est vraiment dans une culture d'économie politique locale. Et puis, bien entendu, on revient aussi sur l'expérience qui a été partagée par Stéphanie, la médiation. Nous, le pôle de médiation et de service de proximité est important, mais je voudrais vraiment aussi insister sur le fait que ce qui a été dit sur le fait qu'on ne peut pas se positionner en service, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une co-gestion et même un engagement des citoyens dans ces lieux qui est vital. Si les gens ne sont pas comptables collectivement de ce qui est proposé, alors ça n'a pas de durabilité et ça ne fait pas tiers-lieu, comme on a souvent tendance à le dire dans nos écosystèmes de passionnés de tiers-lieu. Et puis, bien entendu, tout ça est bien administré. Donc, nous, on a un espace, un ancien préfabriqué, qui est le lieu qui avait le moins d'utilité a priori dans l'espace, qui a été transformé en espace de gestion du site. Alors, je vais aller très, très vite, mais quand même vous dire comment on est organisé. On est organisé sur un collectif de structures avec un enjeu de modèle économique qui a caractérisé cette itération progressive. Je partage avec Stéphanie aussi également la notion de préfiguration. Nous, il nous a fallu quand même 2 ans et demi pour être à peu près au clair sur le fait qu'on avait bien stabilisé ce qui allait apporter des ressources importantes qui allaient garantir l'opération foncière et la reprise globale du site, parce que vous imaginez qu'un site comme l'Ermitage, c'est un coût d'acquisition, c'est un coût de gestion quotidien et c'est un coût de transformation. Et ces 3 axes nécessitent de bien penser collectivement, d'asseoir bien le projet dans le territoire pour ne pas aller dans des chimères. Et donc là, le groupe Ermitage a été créé après qu'on ait donc une association de préfiguration au départ, puis ensuite une société civile immobilière, parce que nous, on n'a pas eu le choix, on a dû acquérir le site. Je pourrais en parler peut-être un peu rapidement après, mais à la réflexion aujourd'hui, on aurait peut-être plus intérêt à le faire acheter par une collectivité et à le prendre en société coopérative. C'est un aspect un peu technique, mais acquérir le foncier est pour les acteurs des tiers-lieux pas forcément la meilleure option. Nous, on n'a pas eu le choix. Sinon, le site aurait été vendu à la découpe et abandonné. Donc, vraiment, nous, on a dû acheter. Donc, on a une société civile immobilière propriétaire et on a créé une holding, comme on dit en anglais, qui est un mot qui peut paraître un peu barbare, mais qui est tout simplement une maison mère, avec 2 activités qui sont complémentaires dans cette holding. Une activité de séjour inspirant. On a créé une société de séjour, une société d'hôtellerie, qui est le moteur économique et ce qui permet de garantir l'ensemble de l'opération et la viabilité de la présence sur le site de toutes les autres structures. Donc, la notion de solidarité, la notion de société coopérative d'intérêt collectif nous est vraiment très chère, parce que sinon, l'opération n'est pas faisable économiquement et
culturellement et politiquement. À côté, on a créé également une société de design, de projet de transition, parce que dans l'équipe, il y avait des compétences et on avait envie d'apporter ces compétences qui nous semblaient de moins en moins abordables pour les acteurs des territoires aujourd'hui qui sont confrontés aux grands enjeux de transition. Ça, c'est une logique. C'est-à-dire que d'autres sociétés peuvent venir ou être créées par des membres de l'équipe fondatrice ou par des gens qui viendraient nous rejoindre. Mais cette logique de holding, ça permet de limiter les risques. Si une société ne réussit pas son pari économique, elle ne met pas en danger l'ensemble du modèle. À côté, on a une association d'intérêt général qui est extrêmement importante, qui s'appelle Hermitage Expérimentation et qui place l'engagement citoyen, la réponse aux enjeux de société autour des thématiques que nous portons, agroécologie, transition énergétique, vivre ensemble au village, au cœur de ces activités. Donc, on a un café associatif. Je crois qu'à côté du Fab Lab, c'est un des trucs que les tiers-lieux ont aussi pas mal en commun. On est très adepte des licences 4, et notamment en territoire rural, de l'agenda rural qui nous permet de ne pas avoir à les acheter, mais de pouvoir en bénéficier. Et donc, la licence 4, c'est quand même une reconnaissance et un symbole en territoire rural. Et donc, le café associatif, c'est le cœur de vie du tiers-lieu. Il est d'ailleurs positionné au centre du lieu. Et il est un des enjeux d'appropriation par les habitants progressivement de l'outil. Et là, il y a notamment maintenant des activités d'animation qui sont très fortes. On a une fois par mois une journée qui est festive, rituelle, ça s'appelle le samedi des possibles. Et les gens peuvent venir, comme vous le faites au Mazier, proposer des choses. Quelqu'un qui est extrêmement doué en sophrologie et qui a envie de partager, qui est retraité, il peut venir. Quelqu'un qui sait faire de la vannerie. Là, nous, on a de la vannerie avec ce qu'on appelle de la clématite. Chez nous, la clématite, c'est un truc qui n'est pas forcément aimé parce que c'est une liane qui se développe un peu de manière anarchique et en même temps, elle prépare la forêt, donc c'est à sa place. Ben, nous, la vannerie, elle se fait avec de la clématite. Donc, c'est un truc qui marque un peu culturellement et qui est assez sympa. C'est un monsieur qui est artisan vanneur. On a également des activités autour de la médiation numérique parce que comme on a le Fab Lab, on a un conseiller numérique, on a toutes ces activités. Le samedi, de plus en plus, ça monte en puissance, ça devient the place to be. Hein, quand on a envie de passer un bon moment à samedi, on va à l'Hermitage et on fait un peu, il y a des activités autour du numérique, etc. Et aussi des choses dans la forêt. Donc voilà, c'est vraiment la dynamique citoyenne et le côté festif. Nous, à la campagne, on aime les rites, on aime fêter ensemble parce que sinon, on ne vit pas ensemble. Donc, c'est important. Et puis, cette association d'intérêt général, elle porte aussi le développement et l'expérimentation. Elle peut prendre des risques, elle peut se tromper. Comme tu le disais, Stéphanie, à la campagne, on a tendance à être moqué quand on se trompe, mais on assume. On peut se planter. Et le café, il ne va pas se faire avec un designer qui va arriver, qui va présenter les plans et basta. Nous, il nous faut 3 ou 4 ans pour arriver à faire le tour d'un sujet. Et je trouve que ce n'est pas beaucoup, finalement, par rapport aux enjeux que ça représente. À côté, on a également des activités qui sont en location sur le site et qui sont dans le projet de société coopérative d'intérêt collectif qu'on porte. On a une brasserie artisanale. C'est important aussi, c'est symbolique de métiers qui se réinstallent dans les territoires. Les gens sont très, très, très sensibles à ces nouveaux métiers et à ces nouvelles offres qui sont proposées. On a également une société d'aquaponie, on a une société civile d'exploitation agricole. Voilà, donc tout cet écosystème, en fait, c'est aujourd'hui l'Hermitage. Peut-être sur le modèle économique, insister aussi sur le fait qu'on a beaucoup, beaucoup pris de risques. Et que les tiers-lieux qui sont portés par des collectifs citoyens et qui acquièrent des fonciers sont peut-être un peu plus à la peine que les tiers-lieux qui sont fondés en co-construction avec une collectivité qui va savoir trouver la bonne place. La bonne place, c'est notamment d'acquérir le foncier et de proposer de transmettre, entre guillemets, ce foncier en gestion à des sociétés coopératives avec des baux, par exemple, qu'on appelle emphytéotiques. Puisque l'enjeu, c'est aussi que chacun ait la bonne responsabilité et la bonne posture. Les collectivités ont des licences, des moyens, des possibilités que les collectifs citoyens n'ont pas. Donc, opposer ces deux réalités nous paraît quand même assez stérile, alors que les rendre coopératives, mais ça implique aussi, de la part des collectivités, notamment des élus qui se forment et des fonctionnaires qui se forment à ce que sont les tiers-lieux. Parce qu'aujourd'hui, on saute sur sa chaise en disant tiers-lieu, 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 mais ça veut tout dire et rien dire. Et ça nécessite de comprendre, et là, le rameau contribue avec les études qui ont été faites à bien poser les conditions dans lesquelles on peut avoir confiance dans la construction d'un tiers-lieu, parce que la notion de confiance est importante. Voilà. Sur les écosystèmes avec lesquels on est en lien, c'est important parce que sinon on serait seul dans notre ermitage au fin fond de nulle part. Nous, au niveau local, l'écosystème, il est déjà au village. Le challenge, c'est que l'Hermitage retrouve une place dans le village. C'était un foncier qui avait été construit un peu par accident après la Première Guerre mondiale par quelqu'un qui a voulu montrer sa richesse,
il n'a pas réussi son OP, ça plombe un peu le truc parce que c'est une grande maison. Donc, c'est toute la symbolique des grandes maisons châtelaines. Donc, quand vous avez des jeunes qui débarquent avec un projet, ben, il faut quand même créer de la confiance. Donc, le village, c'est important. Il y a une dizaine d'associations aujourd'hui, dont 3 qui ont émergé, dont une AMAP grâce à l'écosystème Hermitage. Vous avez dans notre territoire les acteurs de ce qu'on appelle le monde agricole. Nous, tous les acteurs agricoles sont importants. L'artisanat, on l'a dit, hein, les acteurs de l'artisanat, les autorités, on en a parlé. L'État aussi est important pour nous parce que l'État, avec le label Fabrique de territoire, nous a quand même pas mal aidé à trouver une place. Et les manufactures tout autant. Je pense que les acteurs de l'ESS en proximité, c'est-à-dire dans le bassin de vie, sont importants. On a, nous, maintenant une vingtaine de partenaires avec lesquels on travaille vraiment en proximité. Je vais vous donner un exemple, pour revenir d'ailleurs aux acteurs de l'ESS que sont les associations. On a un passionné, un prof de sport, un passionné de trail, qui est également fondateur de la MAP, qui est quand même quelqu'un qui est impliqué, hein, il a des responsabilités dans le territoire. Il a décidé de fonder au mois de mars prochain le Trail des Ermites qui va tourner sur 10 villages autour. Là, on est dans le dur. On est dans le truc qui vient vraiment s'installer dans son territoire. Et le Trail des Ermites, il fallait y penser quand même. C'est pas mal. Voilà. Et au niveau régional, ben, on a nous fondé avec d'autres acteurs. Je fais un clin d'œil à Stéphanie parce qu'on a un peu les mêmes ressorts quand même. On voit qu'on n'est pas seul au monde. On a fondé une société coopérative avec 3 autres acteurs, dont 2 manufactures de proximité, la machinerie à Amiens et la maison des commissaires du Pays de Bray, qui est bien connue dans les écosystèmes de PTCE. Un truc qui s'appelle Ambition Transition, avec un acteur de l'ESS aussi, qui est la Ligue de l'enseignement. Et cette façon de se retrouver entre tiers-lieux pour travailler sur l'ESS et sur l'implication, c'est aussi porteur. Sachant que dans la SIC, je vous rassure, il n'y a pas que des tiers-lieux. Il y a aussi des acteurs de l'ESS plus traditionnels, des acteurs de la formation qui vont nous rejoindre. Par exemple, des gens comme l'AFPA qui peuvent trouver un intérêt à aller dans les tiers-lieux dans les années à venir. En termes d'écosystème entrepreneurial, on a vraiment les réseaux de la médiation numérique aussi qui sont importants pour nous hein, au niveau régional. Dans les Hauts-de-France, on a un truc qui s'appelle les assembleurs qui est important. On a parlé des mouvements d'éducation populaire. On travaille beaucoup avec les petits débrouillards aussi au niveau régional et ça me fait le lien vers le national. Quels écosystèmes on a au national? Eh ben, on est dans des alliances. On entre dans des réseaux et on trouve notre place. Bah, je vais dire déjà le rameau, nous, on est content d'être intégré au rameau et de bénéficier de toute cette connaissance et cette analyse collective. On travaille avec Bleu Blanc Zèbre. C'est important parce que c'est un mouvement qui a émergé et qui apporte pas mal culturellement. On a fondé, on est aussi fondateur d'une alliance internationale parce qu'on a parlé un peu du pays, mais il faut aussi les ODD, c'est aussi la vision du monde. Hein. Donc on travaille dans une alliance qui s'appelle 3.0. Avec un forum qui s'appelle Convergence, où nous, on estime être un tiers-lieu 3.0. Zéro carbone, aller vers la réduction d'impact carbone, la réduction de la pauvreté dans les territoires ruraux et bien entendu la lutte contre l'exclusion. Donc, je vous invite à regarder un peu ce qu'est cette alliance mondiale 3.0 dans laquelle nous, on pense que les tiers-lieux ont une place à prendre. Notamment, on a fondé un festival à Guise qui s'appelle Faire Autrement, où on a pas mal de partenaires. On a un lien aussi avec la COP des communs. J'y étais ce matin. Donc, voilà. On essaye de lier l'Hermitage à beaucoup plus grand que ce territoire de 750 habitants. Et le challenge, peut-être pour terminer, le challenge des années à venir, vraiment les enseignements qu'on a tirés, nous, on n'a pas eu le choix, il a fallu qu'on démarre sans convention. Quand je dis convention ou sans licence, c'est que le site, moi je ne cache pas que j'ai un lien historique avec le site et que j'ai quand même eu un intérêt à ce que ce site ne soit pas abandonné, c'est pas rien, mais les collectivités sont importantes. Il faut aller voir et co-construire. Ce matin, à la COP des communs, on parlait de ces moments de préfiguration qui sont des moments de catharsis sur les territoires où, quand on parle de la perte de compétitivité, on sait que ça va monter en puissance avec les enjeux de l'augmentation des conséquences du changement climatique. Enfin, si on ne se réunit pas et si on ne prend pas collectivement des responsabilités dans les territoires, et donc l'Hermitage a un challenge, c'est de stabiliser son modèle économique. Nous, on a acheté le site 300 000 €, ce qui peut paraître peu pour les références urbaines, mais c'est 300 000 € de trop. Parce qu'il faut rembourser nos emprunts, et c'est beaucoup. Et puis à côté, il y a 4 millions de travaux sur le site. Donc comment on fait pour financer tout ça? Eh bien, on lève des fonds auprès de partenaires. La Banque des Territoires est un des partenaires avec lesquels on travaille. Mais pour lever des fonds, il faut créer de la confiance. Et pour créer de la confiance, il faut des conventions et des partenariats. Il faut ancrer ce projet dans son territoire. Et ça, c'est le gros challenge des années à venir.